Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve, enfin pour faire la présentation du parcours de la Vuelta. Ce parcours qui a été annoncé, je crois, le 18 ou le 19 décembre dernier. On va enfin faire la présentation de ce parcours de la Vuelta. Je vous donnerai bien entendu mon avis sur la course, quel profil de coureur, pour qui ça peut vraiment convenir, et puis on verra le détail de toutes les étapes, parce que contrairement au Tour de France, et bien sûr la Volta, on a le détail, on va dire, du parcours des différentes journées. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok et les shorts également, pour des contenus dès l'arrivée des courses. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette Vuelta 2024. C'est toujours compliqué pour la Vuelta. La présentation du parcours, parce que déjà le parcours est annoncé après le Giro, après le Tour de France. Donc le parcours de la Vuelta arrive déjà souvent juste avant Noël. C'est pour ça que c'est toujours dur de faire la présentation de cette course en temps et en heure. Surtout que cette année, j'avais encore pas mal de top 10 à faire quand on s'est retrouvé à ce moment-là. Et puis surtout, c'est compliqué pour la Vuelta parce que de trouver une identité propre. Est-ce que c'est une course qui doit être ultra montagneuse, quitte à parfois arriver sur certaines éditions à quasiment 15-16 arrivées au sommet, ce qui était peut-être un peu du n'importe quoi aussi. Est-ce que c'est une course qui doit laisser un peu la place aux sprinteurs et aux grimpeurs, mais est-ce que dans ce cas-là, tu vas avoir les meilleurs grimpeurs du peloton et les stars du peloton? Est-ce que tu risques pas d'avoir une liste de départ un petit peu moins bonne? Mais peut-être aussi que si tu proposes une course trop compliquée, certains coureurs ne voudront pas y aller parce que tu es le dernier grand tour de la saison et la fatigue est déjà là quand on arrive au moment de la Vuelta. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué, son emplacement dans le calendrier qui a pas mal changé. Je rappelle qu'au tout début, la course avait lieu en avril. Ensuite, on l'a déplacée en septembre. Puis on l'a réavancée mi-août. Parce que moi, j'ai connu vraiment les Vuelta qui avaient lieu en plein milieu du mois de septembre. Maintenant, c'est plutôt mi-août. Mais l'année dernière, on a remis la course en septembre. On sait qu'au niveau du calendrier 2026, avec la réforme de l'UCI, eh bien la Volta pourrait être mise en septembre et que le mois d'août soit réservé à d'autres courses. Donc c'est toujours une course qui se cherche, qui est le plus récent des trois grands tours. C'est quand même pas du même niveau pour moi que le Giro et le Tour de France. Vous savez, je mets toujours le Giro, le Tour de France à peu près équivalent. Pour moi, la Volta, c'est quand même un ton en dessous de ces deux courses-là. Donc c'est pas toujours facile. Donc cette édition 2024, elle sera composée de 3265 km. On aura 21 étapes. Alors, selon les organisateurs, il y a une étape de plaine, 5 étapes de moyenne montagne. Il y a des étapes de plaine dans les étapes de moyenne montagne. Pour moi, il y a beaucoup plus d'étapes réservées aux sprinteurs que ce qu'ils annoncent. 8 étapes de montagne, 2 contre-la-montre individuelles le premier et le dernier jour, 5 étapes accidentées avec 2 arrivées en altitude, et puis 2 journées de repos, comme d'habitude sur une Vuelta, qui partira un samedi et pas un vendredi, normalement le 17. Attendez, je vérifie parce que je dis peut-être une bêtise, mais normalement ça part un samedi août, que je retrouve août le 17. Oui, c'est bien un samedi, départ du Portugal pour célébrer les 27 ans, ce qui n'est pas du tout un chiffre rond, on va dire, du premier départ en dehors de l'Espagne de la Vuelta qui avait eu lieu au Portugal. Alors normalement on devait déjà aller au Portugal en 2020, mais avec la Covid, c'était tombé à l'eau, et c'est pour ça que le Tour d'Espagne n'avait eu lieu que sur 18 étapes et pas 21, parce que tout ce passage au Portugal n'avait pas pu se faire à cause de la Covid. Et malgré le fait que la course soit partie au mois de fin octobre. C'était fin octobre, début novembre, cette Vuelta 2024, quand on avait fini la saison extrêmement tard.
Eh bien, je crois que vous savez tout sur la présentation du parcours. On regarde tout de suite les différentes étapes. Voilà la carte de cette Vuelta 2024, cette carte tant attendue. Donc départ le 17 août, ça sera de Lisbonne, ici. On traversera une partie du Portugal pour aller ensuite dans le centre et le sud surtout de l'Espagne. Cette première semaine, il faudra faire très attention au niveau des conditions climatiques, hein. On est au mois d'août, c'est-à-dire qu'on part 15 jours plus tôt que l'année dernière, enfin une bonne dizaine de jours plus tôt. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir quand même des conditions climatiques extrêmement chaudes dans le sud de l'Espagne. Donc ça pourrait vraiment fatiguer les organismes à la fin de cette première semaine, avec pas mal, il faut le dire également, sur cette première semaine, pas mal de transferts, notamment entre la sortie du Portugal et la rentrée dans l'Espagne. Mais vous voyez, hein, là aussi, après cette étape-là, il y aura encore un transfert. Séville, Rérez, retransfert. L'étape entre Cordoba et Ubeda, retransfert, Cazorla, Motril, retransfert. Donc ça, il va falloir le prendre en compte puisqu'il y aura pas mal de kilomètres comme ça en bus sur cette première semaine. Ça sera beaucoup moins le cas pour la suite de la course. Parce que après l'arrivée à Grenade, hop là, on repart dans le nord de l'Espagne. Donc une zone qu'on a souvent pratiquée, on va dire, avec pas mal de Pays Basque également. Notamment en fin de course. Donc avec toute cette portion nord, pas mal d'étapes difficiles, pas mal d'étapes qui pourraient être animées dans cette zone-là. Et puis voilà, cette deuxième semaine, troisième semaine qui seront beaucoup plus compliquées. Deux contre-la-montre, hein, le premier au Tour de Lisbonne, le dernier au Tour de Madrid. Où vous voyez là encore, hein, qu'il y aura un long transfert entre le Picon Blanco et Madrid. C'est toujours le problème avec le Tour d'Espagne, hein. Souvent on a peu d'étapes autour de Madrid, c'est pas forcément la zone la plus intéressante en course du côté de l'Espagne. Donc pas de Catalogne cette année, par exemple, dans les régions. On ne passe pas autour de Valence non plus. Voilà, on se concentre plutôt sur l'ouest de l'Espagne. On regarde la première étape, ce contre-la-montre, ça sera 12 km donc, entre Lisbonne et Hueras. Oreax, je ne sais pas comment trop on doit le dire, où vous voyez c'est assez plat sur ce premier contre-la-montre, donc ça devrait permettre aux spécialistes de faire une belle perf. On continue le lendemain avec une étape plutôt plate sur ce Tour d'Espagne. On sera encore au Portugal, il y aura une côte en début de journée. Et puis après, voilà, vous voyez, hein, c'est quand même une côte de 4e catégorie, donc c'est pas la côte la plus dure au monde. Et le final sera plutôt plat pour conclure cette première étape de 191 km. Jour numéro 3, dernier jour du côté du Portugal, étape un peu plus complexe mais qui devrait encore finir au sprint, encore une fois, 190 km. Une côte de 2e catégorie, une côte de 4e catégorie au programme. Ça devrait plutôt bien se passer pour les coureurs. Jour 4, là, c'est plus compliqué. Première arrivée au sommet avec le Pico Huelarcas pour cette première arrivée au sommet. 167 km avec également l'Alto des Piornal. J'ai aussi toute la carte à l'envers, donc c'est pas facile. Donc deux côtes de première catégorie pour cette première grosse journée de montagne qui pourrait faire des dégâts. Encore une fois aussi, on sera vers le centre de l'Espagne. Il peut faire très chaud dans cette région-là. Donc il faudra faire attention pour les coureurs au niveau des conditions climatiques parce qu'on sera que le 20 août ou le 21 août. Donc c'est encore tôt, on va dire, au niveau de l'été. Donc il peut faire très très chaud dans ce coin-là. Pour cette première étape de haute montagne, vous voyez, donc première partie de journée pour les échappés, ensuite derrière, il y aura cette montée finale où on devrait, pourquoi pas, avoir un peloton groupé. Le lendemain, on arrive à Séville, c'est assez classique, sprint à Séville, on est plutôt sur des belles routes, 170 km d'une étape où il n'y aura même pas un classement de la montagne de prévu. Le lendemain, on part de Rérez, donc vraiment Rérez c'est dans le sud de l'Andalousie, et pour aller à Junquera, Rérez de la Frontera, très connu pour son circuit moto, qui accueille souvent le premier Grand Prix européen de l'année.
On aura là encore une côte de première catégorie en début de journée. Puis ensuite, ça sera un enchaînement de côtes de troisième catégorie. Il n'y aura pas vraiment de repos dans cette étape qui pourrait être très animée, surtout si les conditions climatiques sont extrêmement chaudes. Ensuite, on arrive à l'étape de Cordoba. Donc on est encore dans cette première semaine. On est sur l'étape numéro 7, cette étape de Cordoba, assez plate à part cette côte de deuxième catégorie. Le sommet de cette côte sera à 25 km de l'arrivée, sauf que la descente ne se fera pas tout de suite, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu, notamment du côté de Palma de Mallorca, qu'on a sur les courses de début de saison. Je pense qu'on aura normalement un sprint à Cordoba, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Jour numéro 8. On arrive à Cazorla, en haut d'une côte de troisième catégorie. Pour moi, cette étape de 159 km, c'est typiquement une étape de baroudeur. Il y a deux côtes, pas suffisamment dures pour les leaders. Alors, à part si on tente un grand coup, avec un coureur qui aurait perdu un petit peu de temps sur le chrono et sur les premiers jours, mais qui se sent bien, qui se dit tiens, là, je peux peut-être rattraper du temps. Mais je pense qu'on devrait avoir un baroudeur et un coureur pas dangereux au général qui s'impose au sommet. Mais vous savez, des fois, je me trompe. Jour numéro 9, dernier jour de cette première semaine de course. On arrive à Grenade avec une étape où il y aura 3 côtes de première catégorie qui vont s'enchaîner. La dernière sur le kilomètre 124, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et c'est peut-être là le problème, c'est que les côtes sont quand même assez loin de l'arrivée. Le final sera plutôt en flot plat descendant, ce qui ne permettra peut-être pas de faire la différence sur cette journée. Voilà, on gardera peut-être à l'arrivée un peloton de 20 coureurs, peut-être une échappée aussi arrivera à s'imposer, un coup à la Bokeh-Mollema, mais il va falloir être costaud quand même pour cette étape numéro 10 si on veut s'imposer, si on veut gagner l'étape. Par contre, pour les leaders, je suis pas sûr que ce soit l'étape la plus intéressante, quoique on sera quand même le 10e jour de course, il pourrait y avoir des coureurs qui aient des petits soucis de récupération et qui souffrent sur cette étape. Journée de repos, le lendemain on repart sur une étape de moyenne montagne. Là encore, on a des côtes, on va dire, typiques du nord de l'Espagne, c'est-à-dire assez courtes mais très pentues. Et notamment, avant cette arrivée à Bayona, il y aura une côte de première catégorie qui sera au kilomètre 139,6, c'est-à-dire à 20 km de l'arrivée. Donc il faudra faire attention, ça ressemble un petit peu légèrement à une Classica San Sébastien cette étape-là. Aussi, particularité de cette journée, donc 160 km, c'est un lendemain de journée de repos, c'est toujours dur de redémarrer la machine après une journée de repos, et avec une côte comme ça peut être très très difficile. Alors là, vous voyez, première, troisième, deuxième catégorie, c'est pour l'instant ce qu'a décidé l'organisateur. Ça peut changer d'ici le départ de la course le 17 août, au niveau des classements des différentes côtes. Il peut y avoir des changements, comme les sprints intermédiaires peuvent changer de place aussi. Le lendemain, étape numéro 11. Celle-là m'intéresse énormément, je l'ai noté dès que j'ai vu le parcours, ces 2 journées-là, en lendemain de journée de repos, parce que je pense que c'est vraiment des étapes où ça peut rouler très vite, où ça peut faire très mal, parce qu'on est vraiment sur des étapes typiques de courses comme le Tour du Pays Basque, par exemple, et c'est vraiment des journées où ça va être très 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 compliqué. C'est des journées type Burgos, type Pays Basque. On peut être vraiment sur une étape où ça roule très très fort. C'est des formats assez courts. Ça, 164 km la veille, c'était 160. Et on peut vraiment dynamiter la course si on a envie. Donc celle-là m'intéresse beaucoup. C'est peut-être pas l'étape la plus compliquée, mais je me dis, si certains coureurs sont énervés, ça peut être très très intéressant avec un petit circuit. Voilà, on va passer à plusieurs reprises autour du campus technologique de Cortizo Padoue. On poursuit avec l'étape 12. Là, ça sera une arrivée au sommet. La station de Montaña de Manzaneda. Pardon, 1500 mètres d'altitude. Très clairement, une montée sèche, 130 km, ça sera court, mais il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés auparavant. Donc voilà, ça sera vraiment une montée sèche et où ça risque de
péter pas mal fort au haut du sommet de cette côte parce qu'on risque de rouler sur un très très gros tempo. Le lendemain, jour numéro 13, là encore on arrive au sommet avec le Puerto de Ancares, 171 km. Peut-être que là on aura une course un peu plus pour les baroudeurs. Peut-être que les leaders attendront là aussi encore une fois la fin de journée pour attaquer, parce que c'est vrai qu'il y a cette longue période de transition entre les deux côtes de deuxième catégorie. Donc je me dis qu'on va commencer à rouler vraiment à partir de la côte de deuxième catégorie vers le Puerto de Ancares. Mais je suis pas sûr que ce soit une journée où on aura une grosse bagarre du côté du classement général. Étape 14. Longue, quasiment 200 km, cette étape 14, avec cette côte de première catégorie qui sera à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, le sommet, il y aura pas mal de descentes. C'est une étape où on peut faire des écarts si on est à l'aise en descente, si on ose prendre des risques. Après, je me dis qu'on est encore loin de l'arrivée. Un coureur qui est loin, au général, peut tenter quelque chose et tenter de reprendre peut-être une 32 minutes. De là à faire un peu plus sur un leader, ça me semble compliqué. Et puis, on a également Valgrande Payares, Coutou Negrou. Ça, c'est extrêmement dur, 1843 mètres d'altitude. Alors, en vent, on aura des difficultés, mais j'ai envie de dire, c'est comme lors des étapes de la super plongée Belfi. Quand on met des difficultés avant, ça va être surtout pour les baroudeurs, parce que les leaders, eux, ça va pas vraiment les intéresser de dynamiter la course à ce moment-là. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment cette montée finale. Bon, bah là, on devrait avoir des écarts sur cette journée-là qui va faire mal, surtout qu'on sera en fin de deuxième semaine. On réattaque ensuite avec le Lagos de Covadonga, classique, je dirais, ce Lagos de Covadonga, 181 km pour cette étape qui aura surtout comme difficulté ce Lagos de Covadonga, toujours dur parce que ça dure quand même une bonne dizaine de kilomètres. On part quasiment de zéro. Alors vous allez me dire, oui, on est qu'à 1000 mètres d'altitude. Oui, mais on part de zéro et ça, c'est en 10 km. Donc c'est assez compliqué. Et puis il y aura en plus, avant, une autre côte de première catégorie qui sera à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée du côté du sommet. Ensuite, l'étape de Santander, étape de sprint. Il n'y en a pas beaucoup sur cette Vuelta d'étape pour sprint. Donc il faut en profiter avec cette étape qui fera seulement 143 km. Le lendemain, là encore, on pourra avoir un sprint sur cette étape de 175 km qui part de Vitoria-Gasteiz pour aller dans un parc naturel. Donc voilà, la fin de journée pourra être assez calme pour les coureurs malgré une côte de première catégorie mais qui sera située à 45 km de l'arrivée. Et puis ensuite on aura l'Alto de Moncavillo. Ça sera l'étape du dernier vendredi de la course, une arrivée au sommet avant la côte de troisième catégorie. Mais je ne sais pas si on donnera tout sur cette étape-là parce que le lendemain, l'étape est tellement dure que peut-être que celle-là, on va un peu l'escamoter. Parce que l'étape du samedi, du dernier samedi, vous voyez, c'est le Picon Blanco, mais alors c'est un enchaînement de côtes sur la journée, 171 km avec un enchaînement de bosses qui risque de faire mal, surtout si les écarts sont encore serrés à ce moment-là. Ça pourrait être la possibilité pour les coureurs qui ne sont pas bons contre la montre de tenter de faire les dernières attaques avant le contre-la-montre de Madrid. Mais cette étape-là, elle est extrêmement dure. Je pense qu'on doit être à plus de 4000 mètres facile de dénivelé positif, peut-être 4005, 4006. C'est solide. Et puis, voire même plus, là je suis peut-être un peu bas même en termes de dénivelé positif. Et puis ensuite, le contre-la-montre à Madrid. De la Tour Telefónica, une entreprise importante d'Espagne, vers Madrid. Moi, je suis pas très fan des contre-la-montre le dernier jour de course. Et cette année, en plus, il y en a deux. C'est-à-dire qu'à la fois le Tour de France, à la fois la Vuelta, on aura contre-la-montre. Si on a déjà des écarts par rapport aux étapes de la veille, il se peut qu'on s'ennuie ferme sur ce contre-la-montre. Parce que il y a quelques années, la Vuelta avait déjà fait ça et on s'était ennuyé ferme. Parce que quand tu n'es pas bon sur le chrono et que tu n'as plus grand chose dans le moteur, ton objectif c'est juste de finir.
et que si les écarts au classement général sont déjà faits, allez, il y a 3-4 coureurs qui vont jouer le chrono, mais pas plus. Donc sur 2h30, ça peut être très 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 ennuyant. Mais on verra ce qui se passera sur cette étape. Ça sera en septembre, cette dernière étape de la Vuelta. Je vous donne tout de suite mon avis sur la course. Mon avis sur ce parcours, il est plus montagneux que les 2 dernières éditions. Ça c'est clair et net. Je trouve qu'il y a pas mal d'étapes intéressantes en deuxième semaine. Je trouve que c'est une course qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en route. Je trouve que le départ au Portugal, qu'on ait des étapes plates, ça ne me gêne pas des masses. Je trouve que cette première semaine n'est pas tip top. Il y a des étapes où on se demande pourquoi on les a mis à ce moment-là. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt dans la course? Je pense, première arrivée au sommet au bout de 4 jours de course. Tout dépend, mais si on n'a pas des grands attaquants au départ de cette épreuve, ça peut être compliqué. Il y a peu d'étapes pour sprinters aussi. Donc ça va être compliqué d'attirer les grands sprinters sur cette Vuelta, en sachant qu'on a déjà quand même pas mal d'étapes qui leur sont réservées sur le Giro et sur le Tour de France. Je trouve, voilà, c'est dommage cette première semaine. En plus, on risque d'avoir quand même des gros soucis de canicule en partant vraiment dans le sud de l'Espagne, notamment dans l'Andalousie. On sait qu'en août, ça va être juste un cagnard dans cette zone-là. Et est-ce qu'il n'y aura pas des étapes qui seront raccourcies à cause de la chaleur au dernier moment? Ça, c'est ce qu'on pourrait craindre. Je trouve que la fin de deuxième semaine est cette deuxième semaine en fait est extrêmement compliquée. Parce que on a des étapes assez courtes, mais avec pas mal de difficultés à l'intérieur. La troisième semaine est un peu plus calme, mais beaucoup d'arrivées au sommet. Et surtout, moi, je trouve que l'étape du samedi, du dernier samedi, là, extrêmement compliquée. Cette étape-là, ils avaient fait un peu la même chose il y a 2 ans. L'étape où Enric Mas, on va dire, avait un peu abandonné face à Remco Evenepoel dans leur duel. Mais je trouve que c'est une étape très très compliquée avec le Picon Blanco. On aura également les Lagos de Covadonga qui sont habituels. J'irai sur le Tour d'Espagne et sur d'autres courses par étape d'une semaine. Mais voilà, c'est vraiment cette deuxième semaine, moi, je la trouve très dure parce que c'est pas mal de moyenne montagne et ça risque de rouler fort. Et après une première semaine qui aura été certainement exigeante à cause des températures, cette deuxième semaine pourrait être exigeante à cause du rythme et peut-être aussi des conditions climatiques qui peuvent être encore chaudes également, même si on est un peu plus au nord de l'Espagne. Et puis ce passage par le Pays Basque qui est intéressant parce qu'on n'a pas tout mis non plus, on n'a pas mis trop de difficultés dans ce Pays Basque. Et puis ce final, voilà, avec des étapes qui sont compliquées. C'est un peu moins équilibré peut-être montagne, plaine qu'on a pu l'avoir sur les éditions précédentes, il y a 2 ans et l'année dernière. Mais je trouve le parcours bien meilleur que l'année dernière. Je trouvais qu'il n'était pas fantastique le parcours de cette Vuelta. Là, je trouve que ce parcours est vraiment très bien. Et notamment cette deuxième semaine, parce qu'on n'est pas sur des grosses montées. Et pourtant, je pense qu'il va y avoir des dégâts sur cette deuxième semaine. Dommage cette première semaine que j'aurais préféré un peu, peut-être avec un peu plus de sprint, je sais pas, différent. Ouais, j'aurais aimé peut-être un parcours différent. Là, j'ai peur que le 4e jour, on n'ait pas de grands écarts et qu'il faille attendre. L'étape de Grenade aussi, la dernière bosse est quand même loin de l'arrivée, donc ça va pas être facile. Donc je me dis, ouais, il y a l'étape de Rérez, et il peut se passer des choses, mais il y a peut-être des journées où on va pas trop s'amuser. Et puis surtout, il faudra faire attention avec tous ces temps de transfert sur cette première. La première semaine est dure parce qu'il va faire chaud. Ça c'est sûr, en Andalousie en août il fait chaud, et aussi avec tous ces temps de transfert entre chaque étape qu'il va falloir prendre en compte. Alors quel est le coureur idéal pour gagner cette Vuelta? Pour moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, faut qu'il ait des talents de puncher grimpeur. Ça je pense que c'est obligatoire.
des talents de puncher, parce que sur certaines étapes, il va falloir être en capacité de changer de rythme. Pour Almeida, le début de la deuxième semaine, ça peut être catastrophique pour lui. Donc forcément, les profils à la Juan Ayuso, à la Pogacar, peuvent très très bien s'en sortir. Perdre du temps en fin de première semaine, je suis pas sûr que ça soit un problème. C'est-à-dire que si tu arrives en fin de première semaine que tu as perdu un peu de temps, je pense que c'est pas un problème. Je pense que c'est récupérable. À part si tu es à 3 quarts d'heure, hein. Mais je pense que c'est vraiment récupérable sur la suite de la course. Donc il va falloir aussi peut-être décaler son pic de forme, ne pas l'avoir en début de course, mais plutôt qu'il arrive en début de deuxième semaine, où là il va falloir être en forme, parce que sinon les écarts peuvent vraiment être importants. Et puis oui, c'est une course qui n'est pas faite pour les sprinteurs, hein, très clairement. Pour les sprinteurs, ça risque d'être compliqué. On risque de ne pas en avoir beaucoup au départ, ce qui pourrait être une chance pour les baroudeurs sur les étapes de plat pour essayer d'en profiter. Surtout que, bah, en fait, les vrais, le sprint, c'est le Portugal. Je pense que les 2 étapes au Portugal, on va avoir sprint, l'étape de Séville aussi, euh, qui devrait pas être problématique. L'étape de Cordoba devrait arriver au sprint aussi. Donc ça fait 4 et Santander 5. Parce qu'après le reste, je ne suis pas assuré qu'on ait des sprints. Plus le fait est en plus que bah, l'étape de Madrid est un chrono. C'est vrai que ça va pas être idéal pour les sprinteurs. Est-ce qu'il faut un talent du côté du contre-la-montre? Pas forcément. Alors certes, on va me dire, il y a un chrono le dernier jour. Oui, c'est 22 km. Bon, c'est sûr que si tu tapes 5 minutes de retard sur 22 km, ça va être problématique, mais là tu risques déjà d'être presque hors délai. Pas forcément, parce qu'en fait, il n'y a que 34 km de contre-la-montre. 12 le premier jour, 22 le dernier jour. En sachant que le dernier jour, moi je pense que les écarts seront déjà faits. Je pense qu'on aura des écarts suffisamment gros, vu la difficulté du parcours en amont, pour qu'il n'y ait pas trop de soucis pour le vainqueur. Le vainqueur se fera en montagne, il ne se fera pas sur le dernier contre-la-montre. Il n'y aura pas de courra à 30 secondes, je pense pas. Donc c'est une course qui va être dure. Dommage ce contre-la-montre le dernier jour, pour moi c'est une mauvaise idée. Parce que je pense que les écarts seront déjà faits avant. J'aime pas moi les contre-la-montre le dernier jour. Mais là je trouve qu'encore plus, c'est pas très intéressant. Et puis le contre-la-montre à Lisbonne, c'est dommage qu'on n'ait pas fait un prologue. Voilà, vous savez, j'aime bien ça a disparu les prologues des grands tours. Maintenant on fait des chronos de 12 km. C'est pas forcément le format qui m'intéresse le plus. Moi, je préférais les bons petits prologues à l'ancienne. Je trouvais que ça allait vite en plus, c'était pas mal, les prologues. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de cette présentation de la Vuelta. Si je devais mettre un classement sur les 3 grands tours, je dirais le Giro en 3. Je mettrais le Tour de France en 1 et la Vuelta en 2, mais c'est assez proche quand même entre les deux. Là, en termes de qualité de parcours, le Giro, il est nul à chier. Mais entre la Vuelta et le Tour de France, je trouve que c'est pas mal. Le Giro, moi, je considère qu'ils ont un peu chié dans la colle sur le parcours du Giro. Bon, de toute façon, on verra tout ça quand les grands tours auront lieu. Puis on fera un bilan peut-être de tout ça à la fin de la saison prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao ciao!